Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous ai exposé de façon théorique la manière dont la Cour de cassation française rédige ses arrêts depuis le 1er octobre 2019, c'est-à-dire il y a à peine plus d'un an. J'ai tenté de vous expliquer l'évolution considérable qu'a connue les méthodes de rédaction des arrêts après un processus de rationalisation de nos rédactions au moyen de l'adoption d'une part d'une présentation harmonisée des arrêts, c'est-à-dire une présentation qui s'est déployée dans toutes les formations de jugement de la Cour de cassation, et d'autre part au moyen d'une structuration de l'arrêt qui met en évidence les questions juridiques posées par les critiques développées par l'auteur du pourvoi à l'encontre de la décision attaquée, et en mettant en exergue parallèlement les réponses de la Cour, ce balancement questions-réponses se retrouvant dans chacun de nos arrêts. J'ai choisi d'illustrer cette nouvelle méthodologie au moyen d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 novembre 2019. Il vous a été communiqué et il peut être consulté sur le site internet de la Cour de cassation ainsi que sur le site Légifrance qui diffuse la quasi-totalité des arrêts de la Cour de façon pseudo-anonymisée. Cet arrêt a été rendu par une formation qui comprenait 14 juges et la question juridique traitée était celle du droit à l'oubli numérique. Cette demande d'oubli numérique peut être formée auprès des tribunaux par des citoyens qui sont confrontés à la mise en ligne de leurs données personnelles. Chacun le sait, la révolution numérique constitue une étape essentielle de l'histoire de l'humanité. Le développement des technologies de l'information et de la communication a entremêlé la vie privée, la vie sociale et la vie professionnelle. Ce développement a modifié les modalités de conservation et d'accès aux données personnelles, et celles-ci, et celles qui sont en circulation, sont de plus en plus nombreuses. Parallèlement, le droit au respect de la vie privée est affirmé par de nombreux traités ou conventions internationales. C'est le cas à l'article 17 du Pacte international des droits civils et politiques. La République dominicaine y a adhéré le 4 janvier 1978 et la France le 4 novembre 1980. Or, les moteurs de recherche permettent de regrouper au moyen d'un algorithme l'ensemble des informations relatives à une personne, même si ces informations sont dispersées sur le web. En droit français et en droit européen, les données sensibles qui concernent notamment la santé, la vie sexuelle, les opinions politiques et les condamnations bénéficient d'une protection particulière car le traitement de ces données est le plus intrusif qui soit dans la vie d'une personne. L'arrêt est intéressant en ce qu'il donne un mode d'emploi du droit à l'oubli numérique. En effet, il casse l'arrêt d'une cour d'appel qui a rejeté le recours contre un refus de déréférencement par Google. Ce moteur de recherche avait relayé un article de presse relatif à la condamnation pénale qui était intervenue en 2013, condamnation pour escroquerie par un expert comptable, escroquerie commise au préjudice de l'administration fiscale. Bien que ces articles aient été archivés sur le site internet du journal, ils se trouvaient référencés sur le moteur de recherche Google lorsqu'un internaute faisait une recherche à partir des prénoms et noms de l'expert comptable. Celui-ci a demandé le déréférencement des liens relayant vers ces pages en faisant valoir que cette condamnation relevait de sa sphère privée. Et la Cour régionale a estimé que le référencement était justifié en raison de la profession du requérant qui donnait des conseils de nature fiscale à ses clients. Les faits étaient donc simples et n'ont pas nécessité un exposé long et compliqué. C'est donc l'objet de la première partie de l'arrêt qui est intitulée « Faits et procédures ». Ici, il comporte 3 paragraphes numérotés. Comme toujours,
l'exposé des faits prend sa source dans les constatations des juges du fond. Pour bien le marquer, comme vous le constatez dans l'arrêt qui vous a été communiqué, le premier paragraphe s'ouvre par la préposition « selon », suivi des références de l'arrêt, et par ailleurs, les faits sont exposés dans un ordre chronologique pour comprendre la dynamique des situations. La Cour de cassation, il rappelle la profession de l'auteur du pourvoi, la nature et la date de sa condamnation, puis elle relate la publication de cette condamnation sur le site Internet d'un journal régional. Enfin, le point 3 relève que Google a refusé le déréférencement des liens permettant d'accéder à ces articles au moyen d'une recherche effectuée à partir du nom de cette personne qui avait été condamnée. Et pour alléger autant que possible la rédaction, la Cour de cassation a choisi de réduire à sa plus simple expression la procédure, au motif que ce qui est essentiel, c'est de savoir qui a assigné, sur quel fondement, et qu'il importe peu de savoir s'il y a eu des incidents de procédure. La seule chose qui compte, c'est l'arrêt attaqué. Comme les motifs de cet arrêt sont critiqués par l'auteur du pourvoi, la Cour de cassation évoquera les motifs de la décision lorsqu'elle voudra les réfuter ou au contraire les approuver. Ainsi que je l'ai indiqué lorsque j'ai abordé la question de la structuration harmonisée des arrêts, la deuxième partie est consacrée à l'examen du moyen. Je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit. Cette partie se subdivise en deux sous-parties. La première est consacrée à l'exposé des moyens, c'est-à-dire au grief que l'auteur du pourvoi fait à l'arrêt attaqué, ainsi qu'au cas d'ouverture qu'il a l'obligation en droit français de préciser dans son mémoire. Vous le constatez, il est demandé de censurer l'arrêt attaqué parce qu'il viole la loi. La Cour de cassation n'invente rien. Elle se borne à recopier in extenso le grief tel qu'il figure dans le mémoire du demandeur à la cassation. En l'espèce, la Cour de cassation a choisi de casser la décision attaquée. Elle va déployer les différentes étapes de son raisonnement qui lui permet d'adopter la solution qu'elle retient dans la seconde subdivision de la deuxième partie de son arrêt, qui est consacrée à l'examen du moyen. La réponse de la Cour, en l'espèce, est particulièrement développée. À cela deux raisons. D'une part, elle se trouve confrontée à des textes de droit interne ainsi qu'à une convention internationale. Et d'autre part, deuxième raison, elle statue pour la première fois sur le droit au déréférencement face à des données sensibles. Il lui faut être particulièrement pédagogue pour que son arrêt puisse être appliqué dans des affaires qui vont être jugées par la suite par les juridictions du fond. Comme je l'ai dit précédemment, en application des dispositions du Code de procédure civile, la Cour de cassation est tenue de viser les règles de droit qui auraient dû être appliquées. Elle le fait dans le paragraphe qui s'ouvre par le mot « vu » et, en l'occurrence, elle cite les 5 articles qui lui semblent déterminants pour la solution adoptée. Ensuite, la Cour de cassation évoque dans le chapeau la façon dont les juges doivent interpréter et appliquer les textes dont il vient d'être fait état. C'est ce qui est fait dans les points 5 et 6. C'est particulièrement approprié quand il s'agit de textes de nature différente et notamment lorsque des dispositions de droit interne doivent être combinées avec des dispositions d'une convention internationale comme en l'espèce. Dans les paragraphes 5 et 6, l'arrêt dégage une règle de droit abstraite qui est susceptible de s'appliquer à toute affaire similaire. Au point 7, vous trouvez un paragraphe de transition qui explique que les textes qui ont été visés constituent la transposition en droit interne de dispositions du droit de l'Union européenne. Ce paragraphe de transition permet de préparer le paragraphe 8 et de donner des clés pour le comprendre. En effet, au point 8, la Cour de cassation rappelle la teneur de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, Cour de justice qui interprète le droit de l'Union européenne et a déjà eu à se prononcer sur le droit au déréférencement des données sensibles.
Pour ne pas dénaturer cette décision d'une juridiction européenne, l'arrêt le cite par extrait. Enfin, au point 9, la Cour de cassation synthétise la règle de droit qui, pour elle, doit être appliquée par toutes les juridictions, car, comme vous le voyez, on est encore au stade de la règle de droit abstraite. En conséquence, ce n'est qu'à partir du paragraphe 10 que l'on passe à l'application de la règle de droit au cas d'espèce. Pour réfuter les motifs de l'arrêt attaqué, il est nécessaire d'abord de les citer. La Cour de cassation l'énonce de la façon la plus claire possible en retenant les motifs utiles de la décision attaquée. Elle relève que pour rejeter la demande de déréférencement formée par l'expert comptable, la Cour d'appel a retenu que malgré le fait que l'infraction d'escroquerie à l'encontre de l'administration fiscale a été commise par l'intéressé dans la sphère privée, il n'en demeure pas moins que le référencement des liens litigieux conserve un caractère pertinent en raison de sa profession réglementée qui l'amène à donner des conseils de nature fiscale à ses clients et à jouer un rôle dans la vie publique. Ce sont les motifs mêmes qui sont ceux de la décision attaquée. La Cour de cassation ajoute en plus que la Cour d'appel en a déduit que l'intérêt des internautes à avoir accès à l'information relative à la condamnation pénale en lien avec la profession de l'expert comptable doit prévaloir sur le droit à la protection des données à caractère personnel du requérant. Ensuite, la Cour de cassation n'a plus qu'à tirer les conséquences de la règle de droit applicable et à l'appliquer au fait d'espèce, c'est donc la majeure qui est maintenant appliquée dans la conclusion du raisonnement. Et pour le faire, la Cour de cassation va réfuter les motifs de la décision attaquée. Il est à noter qu'alors que le cas d'ouverture choisi par le demandeur au pourvoi est celui de la violation de la loi, la Cour de cassation a dégradé le moyen en ne censurant cette décision que pour un manque de base légale qui, comme je l'ai dit précédemment, est un manque d'exposition des faits par les juges du fond. Autrement dit, la Cour d'appel a bien énoncé les conditions d'application de la loi qui permettent de savoir si l'intéressé a droit ou non au déréférencement de ses données personnelles sensibles, mais cette Cour d'appel n'a pas donné de base légale à cette décision en rejetant cette demande de déréférencement sans rechercher si, compte tenu de la sensibilité des données en cause et par suite de la particulière gravité de l'ingérence dans les droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel, l'inclusion des liens litigieux dans la liste des résultats était strictement nécessaire pour protéger la liberté d'information des internautes qui seraient potentiellement intéressés à avoir accès aux pages Internet concernées. En l'espèce, pour analyser la demande de déréférencement d'une condamnation, la Cour d'appel, je l'ai déjà dit, s'était contentée de relever que l'intérêt des internautes prévalait sur le droit à la protection des données personnelles. En censurant cette décision, la Cour de cassation a dégagé deux critères sur lesquels doivent s'appuyer les juridictions en cas de demande de déréférencement d'un lien faisant état de données sensibles. En premier lieu, le juge doit apprécier le bien fondé de la demande en vérifiant si l'inclusion du lien litigieux répond à un motif d'intérêt public. Et en second lieu, le juge doit vérifier si l'inclusion des liens litigieux était strictement nécessaire pour protéger la liberté d'information des internautes. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a déployé une méthodologie qui, à mon sens, permet de remplir avec précision le rôle d'une Cour suprême, qui est d'interpréter la loi et d'en assurer une application harmonieuse par toutes les juridictions. La Cour de cassation y a donné des clés d'interprétation des règles de droit en exposant les différentes étapes de son raisonnement. Et seule cette nouvelle méthodologie de rédaction des arrêts a pu le permettre. Et c'est en cela que cette évolution dans la méthodologie de rédaction est notable. Je vous remercie.